Dans une semaine, Junk on the Web a 1 an. 44 épisodes, quelques vlogs et junk tests, mais toujours pas de matériel son et lumière professionnel. Quel gros manque de respect pour vous. Salut à tous et bienvenue dans le 44e épisode de Junk on the Web. Cette semaine, je vais bien évidemment vous parler du Pluggate. Ça ne peut pas être en tête des sujets de discussion sur les réseaux sociaux depuis 4 jours sans que je vous en parle. Alors à la base, je voulais en parler dans les images de la semaine, mais vu l'ampleur qu'a pris l'affaire et surtout sa tournure, je me suis dit que ça avait complètement sa place dans le sujet principal. Mettons les choses au clair tout de suite. Oui, l'œuvre intitulée Tree de Paul McCarthy, exposée temporairement place Vendôme à Paris, ressemble autant à un plug anal qu'à un sapin de Noël version jouet. La preuve en est que si on prend un plug anal, par exemple celui-ci, qu'on le peint en vert, comme ça, eh bien on trouve à 99% la même chose que l'œuvre exposée place Vendôme jeudi dernier. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est qu'un plug anal, je vous déconseille très fortement de taper ces mots-clés sur Google Images. Personnellement, c'est ce que j'ai dû faire pour trouver la photo précédente et je me suis fait une triple fracture de la rétine. Donc disons tout simplement que c'est un sextoy. Et donc cette œuvre a été installée la semaine dernière sur la très chic place Vendôme, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires de la mairie de Paris et puis même des commerçants de la place Vendôme. Donc tout devait bien se passer, même si on s'attendait évidemment à des réactions, parce que Paul McCarthy accessoirement c'est aussi ces petites choses-là. Donc forcément, venant de lui, il fallait peut-être pas s'attendre à un joli sapin avec des boules. Ou alors, pas ce genre de boules-là. Bref, évidemment, quand j'ai vu ça, comme plein de monde, j'en ai été assez amusée. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible qu'à la mairie de Paris, personne n'ait fait le rapprochement entre les deux sens possibles de cette œuvre. Et puis j'ai vu que Paul McCarthy assumait complètement le fait que oui, ça ressemblait à un plug anal, et donc du coup je me suis dit, wow, bravo à la mairie de Paris pour l'ouverture d'esprit. J'avoue que ça m'a agréablement surprise. Oui, mais c'est là en fait le problème, je pense, le fait que l'artiste assume ça. Alors on peut ériger un building à forme très phallique en plein Londres, on peut construire un stade qui ressemble fortement à un sexe féminin au Qatar, aux États-Unis il y a même une église qui vue du ciel a une forme très anatomique, mais ça passe parce que les architectes disent mais non, c'était pas ça à la base, je vois pas pourquoi vous voyez ça tout de suite. Là par contre on est face à un artiste qui assume complètement la connotation de sexuel et on se dit ce salaud de McCarthy il ose nous mettre un objet sexuel en plein milieu de Paris. Et ça passe pas du tout, hein. C'est le sexe en fait, ça va que quand c'est innocent. Mais quelle hypocrisie. Alors moi je trouve ça moche personnellement cet objet, si on parle purement de beauté je trouve ça moche. Mais le côté rébellion puritaine me gave un peu. Bien entendu, je comprends tout à fait que ça choque, si personnellement je suis très ouverte sur la question, je suis bien consciente que ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai bien du mal avec certaines réflexions un peu bigotes et pour ma part je trouve que de faire à ce point du sexe un tabou est une connerie monumentale, mais voilà, le fait est que tout le monde ne pense pas comme moi et je le respecte. Mais si on va par là, il y a bien d'autres choses à dénoncer. Par exemple, l'argument le plus utilisé dans cette polémique, c'est que dire aux enfants lorsqu'ils vont demander ce que c'est en passant sur la place Vendôme. Eh bien, la réponse est plutôt simple pour moi, c'est un sapin. De toute façon, c'est pas très loin du sapin Lego qu'ils ont reçu à Noël dernier. Après, si les gens choqués décident d'expliquer à leur gamin de 5 ans qui s'extasie devant cette belle sculpture verte gonflable « Non mon chéri, ce n'est pas un sapin, c'est un plug anal. Tu ne sais pas ce qu'est un plug anal ? Je vais t'expliquer. » Eh bien, je crois que ces parents seront beaucoup plus responsables d'un éventuel traumatisme de leur gosse que Paul McCarthy ou la mairie de Paris. Mais c'est mon avis. Je crois sincèrement qu'un gamin qui sera capable de comprendre tout seul la connotation sexuelle de cette œuvre aura de toute façon une maturité sur la chose suffisamment avancée pour pas se retrouver traumatisé à vie. Donc avant de nouvelle fois brandir les enfants comme argument principal pour expliquer son opposition à quelque chose, arrêtons par exemple de leur laisser un libre accès à internet là où le porno est accessible par le plus abruti des abrutis, et arrêter de leur faire regarder le journal de 20h, parce que ça fait partie des choses que plein de gens font, et qui trouvent ça normal, ils disent que c'est pas grave, et qui pour moi est autrement plus
traumatisante que de les laisser passer devant un truc en forme de sapin. Parce que oui, pour eux, ça sera un sapin. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui le problème est réglé, puisque dans la nuit de vendredi à samedi, l'œuvre a été vandalisée et l'artiste a décidé de ne pas la réinstaller. Je trouve les deux décisions très bêtes. Déjà le fait d'avoir vandalisé l'œuvre. Il avait eu carte blanche des autorisations, pour moi les responsables c'est la mairie de Paris qui les a données. Si on vous autorise à faire quelque chose, on vous dit allez-y et qu'on s'en prend à vous après, vous allez un peu avoir l'impression qu'on se fout de votre gueule, vous allez vous dire mais on m'a dit que je pouvais. Bah là c'est pareil. À côté de ça, je trouve la décision de McCarthy de ne pas réinstaller l'œuvre stupide aussi, parce que pour moi c'est donner raison aux opposants et quelque part ne pas assumer tant que ça, je veux dire, il commence à avoir l'habitude. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'assume pas plus, si vraiment il trouvait que c'était un moyen de faire réfléchir les gens, pourquoi est-ce qu'il n'a pas insisté? Pourquoi céder dès que quelqu'un fait un geste pour montrer son mécontentement? Donc au final, je trouve que le message artistique fout un peu le camp et qu'il a peut-être fait ça juste pour la polémique, pour faire parler de lui. Bref, tout ça pour ça. Première image de la semaine, c'est cet adolescent du Texas qui a eu une réaction que je trouve génialissime. Alors qu'il était filmé en arrière-plan d'une journaliste et qui passait aux infos, il n'a pas eu exactement la même réaction que tous les autres, à savoir faire bah, crier, faire des coucous, des sourires, tout ça. Non, il a décidé de ne surtout pas laisser passer sa chance de se faire remarquer et il a réagi en vrai diva et je le trouve absolument fabuleux. Deuxième image de la semaine, c'est ce tweet de Naomi Campbell qui a voulu féliciter Malala, cette jeune Pakistanaise qui a reçu le prix Nobel de la paix et qui malheureusement a été victime, je pense, de l'autocorrect de son téléphone. Alors, c'est juste une petite faute, elle a félicité la malaria pour son prix Nobel. On était à ça, Mais moi, ce qui me fait un petit peu halluciner, c'est que, ok, l'autocorrect, tout le monde se fait avoir, mais quand on a presque 300 000 gens qui nous suivent sur Twitter, et qu'on a aussi une influence et une notoriété comme Naomi Campbell, je crois qu'on relit ces tweets avant de les poster. Enfin, si c'est bien un autocorrect, parce que si en plus c'est pas un autocorrect... Troisième image de la semaine, c'est notre ami Twisty. Twisty le clown, qui est le nouveau méchant dans la dernière saison d'American Horror Story, série que je vous recommande par ailleurs chaudement, mais pas après 21h, et qui joue sur les frayeurs de la culture populaire pour nous livrer une série toujours très palpitante. Et donc, cette année, dans la nouvelle saison, ce qui fait peur, c'est les bêtes de foire, qui sont plutôt les gentils, et Twisty le clown, donc en jouant sur la peur des clowns. Bon, ça n'a rien de très original, tout le monde sait qu'il y a des personnes qui ont peur des clowns, mais visiblement le syndicat national américain des clowns n'est pas d'accord et dénonce la série en disant que ça va encourager cette phobie et qu'après ils vont avoir du mal à trouver des contrats pour aller faire les clowns dans les fêtes pour enfants. Bon, alors, deux choses. Premièrement, je pense que les enfants qui sont en âge de recevoir des clowns pour leur fête d'anniversaire ne sont normalement pas censés regarder cette série. Deuxièmement, je pense qu'avant Twisty, il y a eu 2-3 autres clowns dans les films qui ont peut-être légèrement plus participé à cette phobie. Et pas que ceux dans les films, je pense que même Ronald McDonald, à la base, il faisait un peu flipper. Cette semaine, je vais mixer deux de vos questions parce qu'elles sont plus ou moins liées. Dominica m'a demandé comment est-ce que je trouvais mes idées pour mes épisodes et Charlie m'a demandé combien de temps me prenait l'ensemble de mes opérations entre la recherche des idées et des informations dessus jusqu'à la post-production. Alors pour ce qui est de la recherche des idées tout au long de la semaine, dès que je vois quelque chose sur internet qui m'interpelle, je le mets en favori. En général, le vendredi soir ou le samedi, je reprends tout ça et je fais un petit peu de tri pour savoir de quoi je vais parler.
Pour la sélection du sujet principal, qui est la plus difficile, je choisis en fonction déjà du sujet qui m'intéresse, de ce qui pour moi mérite qu'on s'y intéresse, et surtout les choses sur lesquelles j'ai des choses à dire, parce qu'il faut quand même que je tienne pas loin de 5 minutes dessus. Donc si c'est juste pour dire « Hey, regardez, c'est sympa », ça sert à rien. Donc voilà pour ce qui est de la sélection. Après, pour le temps que me prennent toutes les opérations, je pense que la partie... alors sans parler vraiment de la sélection, parce que ça se fait vraiment au fur et à mesure de la semaine, mais la partie recherche d'informations pour établir mon sujet et la partie rédaction me met facilement 2 ou 3 heures. Je dois mettre à peu près 1 heure à faire le tournage entre l'installation de mon matériel jusqu'à la désinstallation. Et après, le montage, j'en ai généralement pour facilement 3 heures. Donc en gros, je dois passer pas loin de 7 ou 8 heures selon les épisodes, du début à la fin, soit une journée de travail à peu près. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à le partager auprès de vos amis. La semaine prochaine, ce ne sera pas un épisode classique, déjà parce que je vais être absente une grande partie du week-end et parce que ce sera les 1 an de Junk on the Web. Donc je vais vous préparer quelque chose d'un peu spécial tout au long de la semaine. Et vous pouvez d'ailleurs y participer en me rejoignant sur la page Facebook, puisque je vais vous poser plusieurs questions tout au long de la semaine puisque je vous y poserai des questions tout au long de la semaine qui me permettront d'établir ce petit épisode spécial. Pour tout le reste, vous pouvez me joindre sur tous les autres réseaux sociaux, comme d'habitude, que ce soit Twitter, Instagram, Snapchat ou Vine, sous le même pseudonyme, à savoir Junkanmood. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Et kiss, kiss. Ça ressemble à un K, hein. Bang, bang. Ça ressemble à un B, hein. Ouais. Eh bien, Stephen Collins, l'acteur qui joue le révérend Camden dans C'est à la maison. Et dire qu'il y a 1 an, j'étais à 2 doigts de faire un blog au lieu d'une chaîne YouTube. On se serait quand même vachement moins marré.